produit basé sur de l'intelligence artificielle. Afin de mener à bien le produit, la direction demanda à Nicolas Greffard de s'y joindre. Diplômé d'un doctorat informatique et après 13 ans d'expérience sur des projets d'intelligence artificielle, Nicolas sera un data scientist précieux pour le projet. Avant le lancement du projet, Nicolas remarqua au kick-off une jeune femme au visage pâle et aux traits agités. Au moment de lancer le projet, l'inconnu se précipita dans l'équipe. Nicolas examina son nouveau compagnon, il s'agissait de Charline, une passionnée d'agilité, Scrum Master depuis 6 ans. Approchez, ils vont vous raconter l'histoire, un drame dans les airs. L'équipe, mais c'est génial, on va pouvoir organiser tout ça, on va bien s'amuser. Bon, la voix off a été un petit peu dure avec Charline. Moi, Charline, je suis désolé, j'ai vraiment pas envie de bosser avec toi. Ça fait des années, moi, que je suis dans l'IA. J'ai croisé plein de coachs agiles, plein de gens qui sont dans l'agilité, et concrètement, l'agilité et l'IA, ça fonctionne pas. Tu sais pourquoi ça fonctionne pas? Mais non, mais moi je pense que ça peut fonctionner. Non, concrètement, du coup, moi, je viens un peu du monde de la recherche, et un projet data, vous allez voir, je vais dire data, IA, de manière un peu interchangeable, peu importe. C'est composé de plein de phases, mais dont une phase exploratoire qui est primordiale, qui est super importante et qui se rapproche beaucoup de la R&D. C'est de la recherche en fait. On avance sans savoir où on va aller et du coup, on ne peut pas savoir si on va réussir à avoir quelque chose quoi, à la fin de notre itération ou quoi que ce soit. L'approche agile prône une organisation qui va te permettre de t'adapter au changement. Dans les projets d'IT conventionnels, tu as ta vision produit, qui est un peu ta ligne de direction. Tu as ta liste de fonctionnalités, les premières fonctionnalités que tu aimerais implémenter dans ton produit, et tu vas les livrer par petits bouts. C'est-à-dire que tu vas commencer par livrer quelques fonctionnalités, regarder comment l'utilisateur se comporte avec ces fonctionnalités, comment il se les approprie, et en fonction de ça, tu vas récupérer les feedbacks et t'adapter. Donc tu vas pouvoir adapter ta liste de fonctionnalités, mais tu vas pouvoir aussi adapter ta vision produit. Par exemple, est-ce que tu connais l'application mobile Tote? Alors c'est un peu vieux, ça date des années 2010. Je suis un peu vieux aussi, mais non, je ne connais pas. En fait, Tote, c'était une application qui permettait d'avoir une liste de favoris partagés entre plusieurs sites de shopping. Donc, par exemple, tes produits Amazon, Cdiscount et autres sites d'e-commerce, tu pouvais avoir tous tes produits sur un même site. Et du coup, avoir des alertes quand les produits étaient disponibles ou pas disponibles. Quand ils ont regardé comment les utilisateurs s'appropriaient le produit, ils ne faisaient pas du tout ce qui était attendu. Ils se faisaient des listes d'images de produits avec des thèmes. Du coup, ils ont revu leur vision produit, ils ont changé leur nom. Aujourd'hui, c'est Pinterest et c'est des millions d'utilisateurs. Je ne sais pas quoi répondre à ça, si ce n'est que c'est bien beau, mais sur un projet data, parce qu'on a essayé des approches agiles, etc., on ne peut pas s'engager. À chaque fois, on parle de Scrum, il faut s'engager à un résultat final à la fin de l'itération. Moi, dans mes projets, j'ai besoin de jouer avec la donnée, j'ai besoin d'essayer, c'est très expérimental, c'est très empirique. Tu ne peux pas venir me voir en me disant « je veux que dans 3 semaines, 1 mois, tu aies un résultat de 98% pour prédire je ne sais quoi ou pour anticiper je ne sais qui ». Je peux pas m'engager. Moi, je peux pas. Tout est dans les données. Je peux pas deviner à l'avance si mon modèle, si mon résultat, si ma solution va être pertinente, va répondre aux besoins. En fait, on ne te demande pas à t'engager à avoir un incrément qui est livrable en production. D'abord, ça c'est ton responsable de produit qui va dire si ça a du sens de partir en production ou pas. Donc, ce n'est pas à chaque itération. Et on va plutôt t'engager à lever la tête, à prendre du recul. Donc, ton engagement de livrable, ça peut très bien être une présentation de ton avancement à tes pairs. L'idée, ça va être de récupérer du feedback et pouvoir prendre du recul. En plus, vous, les data scientists, vous êtes un public de doctorants, donc des gens qui ont fait des thèses, qui ont passé des années sur un même sujet à creuser. Donc, vous n'avez pas forcément l'habitude de prendre du recul. Donc, cette approche itérative, elle marche très bien avec vous. Je la trouve très insultante. Non, ouais, puis pour le coup, nous, en fait, on a déjà notre approche itérative parce que finalement, quand on travaille la donnée, alors que ce soit dans un projet IA, un projet data, peu importe, nous, on parle de data science, mais ça pourrait être autre chose, on va avoir une approche qui, de manière intrinsèque, est itérative, en fait. On part de la donnée brute, des logs de magasins, peu importe, on en tire des informations, tiens, c'est des magasins, on vend des produits, etc. De ces informations-là, on va pouvoir en tirer de la connaissance. Donc, tiens, ces produits-là sont souvent vendus ensemble, c'est plutôt intéressant. De cette connaissance, on va pouvoir essayer d'en tirer des concepts, par exemple le concept de panier type ou ce genre de choses qu'on a l'habitude de manipuler. Et à partir de tout ça, on va aller essayer de chercher la sagesse, c'est-à-dire de la connaissance des concepts qui nous permettent de prédire le futur ou en tout cas d'anticiper un petit peu des comportements pour pouvoir répondre à des besoins. Donc comme on est
parfaitement humble. On dit toujours qu'on veut aller vers la connaissance, vers la sagesse, etc. Mais in fine, chacune de ces étapes en tant que telle apporte un petit peu de valeur. Donc je te rejoins sur ce point-là. Mais en fait, la donnée chez vous, c'est une partie prenante du projet. Oui, du coup, puisqu'il n'y a pas que les utilisateurs, il n'y a pas que les PO, il n'y a pas que les développeurs. C'est la donnée en fait qui va venir driver tout le projet. Parce que quand on commence un projet, on ne connaît pas forcément les données qu'on a. On va devoir créer des datasets, des jeux d'entraînement, etc. Donc pour ça, il va falloir analyser, il va falloir trier, agréger, résumer, expliquer, se planter, recommencer, échanger avec le métier. Il ne répond pas, on essaye de faire une hypothèse, ça ne marche pas. Donc voilà, c'est très itératif et on se plante. Et on ne trouvera jamais le dataset qui va nous permettre de répondre à un besoin du premier coup. Et ça, c'est uniquement la partie donnée. Après, c'est pareil sur les modèles. Il y a tout un tas de modèles qui marchent de plein de façons différentes et en gros, on va devoir itérer dessus, on va se planter, on va recommencer, on va se planter, on va recommencer. Je passe ma vie à me planter, je le vis très bien, mais globalement, c'est obligatoire pour faire avancer un projet data, quoi. Et concrètement, ouais, on se plante et on a le droit d'échouer, on a le droit de se planter. Et ça, c'est top parce que c'est un des piliers importants de l'agilité, le droit à l'erreur. Parce qu'en fait, si tu veux avoir des équipes qui sont créatives et innovantes, il faut qu'elles soient dans un cadre où elles sentent qu'elles ont le droit d'échouer. Et d'ailleurs, c'est dans les échecs qu'on trouve les plus belles créations. Puisque le post-it n'était pas un produit prévu, c'est né un peu d'une erreur, et pourtant, c'est un des outils les plus utilisés par les agilistes. Le seul outil utilisé par les agilistes, pour certains. Un autre principe important dans l'agilité, c'est la mesure de la valeur. Pour pouvoir vérifier que notre fonctionnalité elle fonctionne, qu'elle répond aux attentes, il va falloir déterminer quels sont les critères de succès, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on va mesurer pour permettre de se dire que ça fonctionne. Et donc du coup, dès la conception de la fonctionnalité, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on va mesurer, et on va le mesurer pour être sûr que la fonctionnalité est bien une réussite. On dirait presque que c'est répété, parce que pour le coup, c'est un autre point commun qu'on a, parce que côté data science, modélisation, etc., c'est vrai que la mesure de la valeur, c'est quelque chose qu'on a en nous de manière quasiment innée, parce que dès qu'on va parler de modèles, etc., il va y avoir intrinsèquement des mesures de performance. Alors ça va être des mesures qui sont très techniques, hein, ça va être nos délires à nous, de data scientists, mais ces mesures techniques de la performance du modèle ou de la solution, à un moment ou à un autre, on va devoir les rapprocher, nous, de la métrique métier. Un exemple que j'aime bien, c'est si par exemple on fait un système de reconnaissance optique de caractères, par exemple, pour essayer de reconnaître des adresses sur des documents ou quoi que ce soit. Nous, notre modèle, il va plutôt avoir une mesure d'erreur en fonction du nombre de caractères qu'il arrive à identifier. Sauf que la mesure métier qui est associée derrière, ça va être plus le nombre d'adresses qu'il arrive à identifier. Dans un cas, si on se plante d'un caractère, nous, ça ne nous semble pas grave. Sauf que si on inverse un 6 et un 9, bah, c'est plus la même adresse, quoi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, la mesure de la valeur sur laquelle nous, on est à l'aise et on le fait naturellement. Du coup, j'ai quand même l'impression qu'on a beaucoup de points de commun sur notre façon de faire. Est-ce que tu ne confondrais pas le framework Scrum et l'agilité ? Je crois, Charline, je crois que je confonds. Alors, c'est quoi l'agilité ? C'est avant tout une approche, une culture, une façon de penser. L'objectif, ça va être de livrer un produit qui apporte de la valeur, donc qui est utile et utilisé. Pour ça, on va s'organiser dans les équipes pour avoir le plus rapidement du feedback et s'adapter de façon positive au changement. On va aussi s'appuyer sur la démarche empirique, c'est-à-dire qu'on va essayer d'apprendre de nos erreurs, que ce soit au niveau du produit, mais aussi au niveau de l'équipe, pour améliorer notre organisation. On retrouve différentes méthodologies qui sont liées à l'agilité, le Scrum, le Kanban, l'extreme programming, récemment le Scrumban. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'agilité est née après ces frameworks et que c'est des gens qui pratiquaient ces frameworks-là qui se sont posé la question de quel est le point commun de nos projets qui réussissent et ils ont créé le manifeste agile. Du coup, on peut très bien être agile et n'utiliser aucun de ces frameworks, puisque l'idée c'est de s'approprier les outils et juste de vérifier que ce qu'on fait, c'est utile. On peut aussi utiliser un de ces frameworks et ne pas être agile. On retrouve beaucoup d'équipes quand même qui pratiquent le Scrum, qui est une méthodologie qui est bien documentée, donc qui paraît accessible, en oubliant de mesurer le principal, est-ce que l'utilisateur utilise le produit ? Et finalement, nous, côté data, ça nous parle parce que depuis les années 2000, etc., il y a la méthode CRISP qui a été théorisée et qui reprend bien un petit peu les fondamentaux, les différentes étapes d'un projet autour de la data.
où globalement, on va partir, comme pour un projet de dev classique, de la définition de l'objectif, du besoin métier, la réponse à laquelle on a envie de répondre. Ensuite, il y aura toute une partie définition des données, savoir quelles données on doit aller chercher pour répondre à cette question-là. Est-ce qu'elles sont à l'intérieur de l'entreprise, à l'extérieur, comment on s'organise? Ensuite, toute la phase de préparation. Si vous êtes dans l'informatique, vous savez que globalement, toutes les données partout sont dégueulasses. Donc, il faut les traiter pour pouvoir les rendre intelligibles, utilisables par les outils, les modèles que nous, on utilise. Donc ça, c'est une boucle, parce qu'on va itérer, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on essaye d'appeler le métier, mais le métier ne répond pas. Du coup, voilà, on continue, on évalue. Là, on a réussi à avoir le métier, on lui parle un petit peu de notre solution. Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce qu'on creuse encore plus? Comment on fait? Et si jamais c'est un go, du coup, là, on va passer en phase de déploiement, etc. Mais vous voyez bien que c'est quelque chose qui est très itératif, sur lequel on peut avancer petit à petit. Bon, le drame arrive, on vous a menti. Nicolas était convaincu que l'agilité sur les projets d'IA, ça marchait avant de rentrer dans la salle. On vous a aussi menti, on ne vient pas de se rencontrer. Ça fait quelques années qu'on bosse ensemble chez Valoriad, on pourra en reparler à l'after. Et ça fait aussi 2 ans maintenant qu'on travaille à l'agence Data Service, qui est un service de chez Pôle emploi, qui a pour objectif de produire des solutions d'IA, qui sont soit des produits finaux, soit qui s'intègrent dans des produits métiers. Et on va vous faire un rex de notre fonctionnement. Pour les plus malins, on avait le même pull, ça aurait pu vous mettre sur la voie. Tout d'abord, ça commence par un cadrage. Alors, il y a beaucoup de croyances où on se dit c'est de l'agilité, on fonce, on verra. Non, on cadre un peu quand même. Et ça commence par une phase de compréhension du besoin et des utilisateurs. Donc, on va échanger avec notre commanditaire pour comprendre quel est son besoin à lui, quels sont ses utilisateurs. Donc, il y a tout un process qui va se mettre en place et qui va commencer par des ateliers tels que le Lean Canva, qui va nous permettre de définir l'objectif, la vision du produit. Dans la data, on va aussi se poser la question de est-ce que ça vaut le coup de mettre de la data sur ce produit ou est-ce qu'un algorithme classique pourrait convenir? Quelle est la valeur que ça apporte? On va ensuite se poser la question des utilisateurs, donc notamment avec des ateliers comme le Persona, qui va nous permettre de déterminer les groupes d'utilisateurs et quelles sont leurs attentes. Et enfin, on va se demander quelles sont nos premières fonctionnalités. Donc on va pouvoir utiliser des outils tels que l'impact mapping, qui va nous permettre de déterminer en fonction de nos utilisateurs quel est le comportement qu'on attend d'eux pour répondre à notre besoin. C'est ça, et en fait après les étapes qui viennent, alors elles ne sont pas spécifiques au projet data, au projet IA, mais on va dire qu'elles sont incontournables dans ces contextes-là. Ça va être tout ce qu'il y a autour de la donnée, l'identification des données, etc. Parce que comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, la donnée c'est pas toujours facile d'accès, tout le monde n'a pas accès à toutes les données qu'il va y avoir dans une entreprise. Parfois c'est tout bonnement incompréhensible, coucou les SI bancaires où tout est technique, tout est incompréhensible pour un néophyte. Donc on va avoir besoin de passer vraiment du temps pour identifier les données. Est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'on a des données qui nous semblent pertinentes pour répondre aux besoins? Ensuite, une étape qui n'est pas systématique, mais qui est quand même suffisamment importante pour qu'on la mette sur les slides, ça va être se poser la question de la labellisation des données. Il y a beaucoup de gens, les GAFA les premiers, qui vont vendre l'IA comme quelque chose de magique, etc. Dans tout un cas d'usage qu'on va appeler supervisé, on a besoin d'avoir une base d'entraînement assez conséquente pour pouvoir entraîner nos modèles et espérer avoir des résultats qui soient pertinents. C'est un taf de ouf, ça prend énormément de temps. Très souvent, il y a besoin d'avoir plein d'experts métiers qui sont réunis dans une même pièce pour avoir une labellisation cohérente, surtout quand ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Donc il faut l'envisager dès le début parce que ça va être super structurant pour la suite du projet. Ensuite, c'est un point ça existe aussi dans d'autres projets, mais l'accompagnement du métier, parce qu'on utilise beaucoup de notions qui sont, je ne vais pas dire spécialement complexes, mais qui sortent de ce qu'on a l'habitude d'utiliser dans des projets de développement informatique classiques. On parle de modèles, de métriques, on fait beaucoup de maths, etc. Beaucoup, mettre entre guillemets. Mais du coup, il faut accompagner le métier, parce qu'il y a besoin d'acculturer le métier à tous ces outils-là, pour qu'il ait au moins une première intuition, une compréhension de ce qu'on fait, quoi. Et une fois qu'on a fini donc, ce cadrage du besoin, on va aller cadrer la solution pour voir, nous, côté data scientist, quels sont les modèles, les solutions qu'on peut envisager pour répondre à ce besoin-là. Donc ça va être notamment quel est le livrable attendu. Est-ce que c'est un service en temps réel? Est-ce que c'est quelque chose par batch? Est-ce que c'est une analyse ponctuelle, etc. Ensuite, on va se poser la question de la qualité des données. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Est-ce qu'on les a régulièrement? Est-ce qu'elles sont à jour? Est-ce qu'on les a en temps réel? Tout ça, ça va avoir des impacts sur toutes les solutions, les modèles, les approches qu'on peut envisager. Si jamais on veut quelque chose qui a une super précision, qui marche vraiment bien, on va avoir besoin d'une grosse infrastructure avec des GPU, beaucoup de RAM. Est-ce qu'on les a à disposition? Donc c'est des questions encore à se poser. Et ensuite, une fois que tout ça est à peu près clair, on va parler de la supervision du modèle.
Parce que l'IA, c'est très bien quand on fait des présentations comme ça en live, on peut présenter ça comme quelque chose de magique, mais ça a aussi ce très mauvais côté que comme ça apprend sur des données, si les données changent, les résultats du modèle deviennent complètement pourris. Donc on est obligé de mettre en place une chaîne de supervision. Donc c'est tout un tas de coûts cachés pour les gens qui ne sont pas trop familiers avec le fonctionnement de solutions IA. Donc c'est des choses à aborder très très vite dans le cadrage du projet. Quand le service a démarré, c'était organisé en 2 équipes, plutôt par compétences, une équipe data et une équipe dev. Ça a montré ses limites. Il y avait un manque de communication déjà entre les 2 équipes, et un manque de collaborativité et surtout un manque d'engagement. Quand il y avait un souci, c'était l'autre équipe qui avait mal bossé. Et puis les équipes ont aussi beaucoup grossi et du coup ça a poussé à repenser le modèle et donc on s'est organisé en équipe produit. C'est-à-dire que chaque équipe a toutes les compétences nécessaires pour réaliser le travail nécessaire. Elle a un périmètre de produit qui lui est attribué. Ça permet de prendre en compte les contraintes des développeurs dès le cadrage du produit. Il y a une meilleure compréhension des enjeux de l'autre. On a quand même encore quelques petits nuages. Le travail en asynchrone, puisque du coup, les datas interviennent en premier sur la partie modélisation, puis après seulement des développeurs. Et donc, des fois, on a des problèmes d'occupation d'une des compétences. Et puis aussi, data, c'est un terme vague pour désigner plusieurs métiers. Et on n'a pas trop réfléchi à ça au début. Dans l'équipe où on est avec Nicolas, parce que du coup le service est réparti en 4 équipes, on a commencé avec du Scrum. Alors je ne saurais pas vous dire pourquoi, parce que c'est là que je suis arrivée moi en tant que Scrum Master. J'aimais quand même l'hypothèse que, parce que c'est la framework le plus documentée, c'est le plus facile à mettre en place, donc c'est ce vers quoi les gens partent. On est parti sur des itérations de 3 semaines, donc ça s'était imposé par la DSI, avec une prise d'engagement de réalisation à chaque itération. On s'est rendu compte qu'au niveau de la partie rituelle, donc des cérémonies qu'on peut retrouver dans l'agilité, ça marchait bien 3 semaines. Par contre, au niveau de la liste de fonctionnalités, qu'on va appeler le backlog, là, on avait vraiment des difficultés au niveau product owner, donc les responsables du produit. Ils avaient du mal à se projeter pour 3 semaines, à s'engager pour 3 semaines, à répondre à leurs clients. Il fallait qu'ils attendent que les 3 semaines, ça finisse pour pouvoir prendre en compte des changements. Mais aussi au niveau de l'équipe, où en fait, ils avaient envie de lever la tête avant la fin des 3 semaines. Du coup, on a changé notre organisation et on est passé en Scrumban. Donc le Scrumban, c'est un mélange de Scrum et de Kanban, comme l'indique son nom. On va retrouver le côté rituel du Scrum. Donc toutes les 3 semaines, on fait nos grands rituels. Et on va retrouver le côté Kanban avec un flux tiré. Donc c'est-à-dire qu'on a la liste de fonctionnalités qui est priorisée à la semaine pour pouvoir faire entrer une nouvelle fonctionnalité dans l'équipe d'équipiers data et dev, il faut qu'il y en ait une qui soit finie. On ne fait pas rentrer un nouveau sujet tant qu'il n'y en a pas un de fini, d'où le tiré. On a un backlog qui est priorisé à la semaine et on garde donc nos cérémonies toutes les 3 semaines. On va revenir sur les cérémonies après. Donc voilà, et finalement, ce qu'on va manipuler, c'est des US, des user stories, donc comme énormément d'équipes de développement classiques. Je ne peux pas être tout à fait honnête avec vous parce qu'on a des PO dans la salle, donc j'ai pas envie de les froisser. Mais concrètement, c'est comme d'habitude. C'est les PO qui listent les besoins sous forme d'US. La seule différence qu'on a, c'est qu'on va différencier nous deux types de user stories. On va avoir celle d'exploration et de conception, où pour le coup, ça va être des choses sur lesquelles on ne connaît pas en amont, en avance de phase, le résultat. Donc on voit ça comme une phase de recherche et d'étude. Donc on appelle ça un spike, et finalement on va donner un budget temps pour travailler dessus. Par exemple, comme il y a des modèles qui sortent quasiment tous les mois dans l'IA, etc., ça va être se poser la question, tiens, est-ce que ce modèle-là ou ce framework-là, ça vaut le coup de l'intégrer dans nos outils? Donc ça, on va faire un spike, on va prendre 3 jours, 15 jours, etc., en fonction de ce qu'on estime, pour travailler dessus, sans engagement de résultat, entre guillemets. À la fin, on se posera juste la question du go-no-go pour savoir si on choisit de l'intégrer ou pas. Et pour tout le reste, donc, ça va être plus des choses, des US de développement, qui vont couvrir finalement plus la phase d'industrialisation des différents modèles, donc mettre en place toute la tuyauterie autour du modèle IA, mettre en place le service de prédiction, etc. Là, on est sur des US assez classiques. Et donc le petit point d'intérêt, c'est que c'est vrai que sur certaines problématiques, il y a besoin d'un binomage assez fort entre PO et data pour être sûr que tout le monde parle le même langage, parce que finalement, après, c'est les PO qui vont prêcher la bonne parole côté métier. Du coup, notre organisation, donc à la journée, tous les jours, on fait une petite mêlée pour démarrer la journée. Donc c'est un point de 15 minutes où on fait un petit bilan de où chacun en est, comment chacun a contribué aux objectifs. À la semaine, on commence le lundi matin par une
plus grosse mêlée, donc on se permet de dépasser les 15 minutes, où là on fait vraiment un gros point sur les listes de fonctionnalités, qu'est-ce qui a été priorisé, qu'est-ce qui a été fini, qu'est-ce qui n'a pas été fini, pour vraiment donner la vision à tout le monde sur la semaine. Et après, donc, on travaille aux 3 semaines, donc ça démarre avec notre backlog qui est priorisé. La priorisation peut bouger dans les 3 semaines. Ça finit avec nos rituels, donc une revue de l'itération qui nous permet de lever la tête sur ce qui s'est passé sur les 3 semaines, une démonstration pour montrer à nos utilisateurs ce qu'on va leur livrer, et une rétrospective qui est un point d'équipe qui nous permet de faire un bilan sur notre organisation. De ça, on récupère des feedbacks qui vont alimenter le backlog et notre organisation et nous permettre de livrer un produit utile, utilisable et utilisé. Donc voilà, et là-dedans, je ne vais pas rentrer spécialement dans les détails, mais c'est important d'essayer de s'orienter ou d'avoir en cible quelque chose qui se rapproche le plus possible du MLOps. Donc le MLOps, pour les gens qui n'ont jamais entendu le terme, c'est vraiment c'est le DevOps, mais dans des projets machine learning, IA, etc. Parce que comme on combine des équipes avec des data, des devs qui n'ont pas forcément les mêmes compétences, qui ne parlent pas forcément toujours le même langage, etc., c'est important d'être ensemble sur les sujets, d'échanger régulièrement et d'être sûr que tous, on essaye de livrer, de mettre en prod le plus régulièrement possible, même les modèles de machine learning qui peuvent avoir des fonctionnements un petit peu particuliers ou en tout cas spécifiques. Et donc en faisant ça, on s'assure que finalement toute l'équipe maîtrise un petit peu tous les sujets et que tout le monde, on avance aussi techniquement dans la même direction. On a mis des bonnes pratiques en place au niveau du service, notamment le développement d'outils internes qui permettent de diffuser les bonnes pratiques, surtout sur la partie data. Ça va permettre aux data de réaliser plus vite des projets et en utilisant des pratiques qui sont validées par le service. Et un temps d'innovation. Chaque coéquipier a un temps à prendre sur l'itération où il va pouvoir aller travailler avec d'autres coéquipiers, donc pas forcément dans son équipe, soit sur découvrir une techno, une nouvelle approche, soit carrément créer un nouveau produit. Donc voilà, et puis bon, on ne peut pas non plus vous vendre la méthodologie dans laquelle on travaille qui marche à tous les coups, etc. Parce qu'évidemment, il reste encore énormément de difficultés dans la construction d'un produit IA. Le premier, c'est que de nombreux métiers, de nombreux utilisateurs découvrent encore l'IA. Clairement, ils n'ont pas conscience de ce que ça demande, de ce qu'on peut faire, etc. Donc il y a beaucoup de travail à faire en avant-vente, en amont du développement du projet en tant que tel. Une autre difficulté, c'est que dans la plupart des grosses DSI, des grosses boutiques, finalement l'IA, ça ne va pas être un produit à part entière, c'est que ça va être intégré dans une chaîne, dans une cinématique métier qui est déjà existante. Donc finalement, l'IA, ça va juste être un petit quelque chose quelque part, donc c'est difficile de raisonner en termes de produits autour de nos modèles, etc. Ce qui finalement n'est pas trop mal, parce que nous, notre vision, c'est que de toute façon, l'IA, c'est un outil pour répondre à un besoin et pas une finalité en soi. Si une solution plus simple, un test statistique, une règle métier fonctionne, très bien, go, on part avec ça. Mais le problème, c'est que donc c'est difficile de justifier les phases de R&D dont je vous ai parlé, dues à l'incertitude du résultat. Parce que c'est un investissement qui est pas facile à prendre quand on ne peut pas s'engager sur un retour sur investissement avec certitude. Vous avez été bien sage, mais si vous avez des questions, faites-vous plaisir. Merci pour la présentation. Juste, vous évoquiez les difficultés de travail asynchrone ou les moments où les compétences sont pas forcément... Tout le monde n'a pas besoin de toutes les compétences au même moment. Comment vous avez géré ça ? On est encore en train de le gérer. Là, on est reparti sur une réorganisation du service parce que du coup, c'est vraiment une grosse problématique. Pour l'instant, il y a eu un peu des prêts de coéquipiers aux équipes où il y avait plus de besoins. Mais on est en train de se réorganiser là-dessus justement parce que c'est une de nos problématiques. Donc, je n'ai pas de réponse. Et peut-être dans un an. Une des réponses techniques qu'on a essayé d'apporter à ça, c'était de commencer vraiment petit. Parce qu'en IA, on cherche toujours à monter en complexité des modèles de plus en plus puissants, de plus en plus complexes. Et en fait, on essaye de livrer d'abord des choses de base. Comme ça, on va dire que toute la partie indus peut commencer. C'est la base du MLOps, quoi. Pour mettre des choses en prod, même si on sait que ce ne sera pas le modèle final, au moins comme ça, toute la tuyauterie autour peut commencer à avancer en parallèle de ces phases de R&D. Une dernière question. Ok, on peut applaudir notre duo.